Bonsoir à tous, comment allez-vous mes petits génies, mes petits génies, comment allez-vous? Alors, bon, voilà, je vous mets un petit extrait de audio sur justement la solitude des enfants surdoués. Donc c'est intéressant, c'est Rémi Chauvin. J'avais lu un livre il y a très longtemps de Rémi Chauvin. C'est le site Centre d'Arborescence, qui a l'air pas mal, que je vous conseille, Centre Arborescence, la pension d'arborescence. Alors on va écouter cet extrait, puis vous me déduirez ce que vous en pensez, comment vous en faites la synthèse pour vous, si ça vous parle ou pas. Et puis on se revoit, on se réécoute, on se réentend juste après. Là ça dure à peu près 4 minutes. Alors, attendez, hop, le temps que... À mon avis, le surdoué, il a toutes les chances de tout rater si on ne l'aide pas. Comment détermine-t-on qu'un enfant est surdoué? Cela peut se déterminer d'une manière extrêmement précoce, généralement vers 3 ou 4 ans, par des signes qui sortent vraiment de la normale. Par exemple, vous vous apercevez à 4 ans que votre enfant sait lire, alors que personne ne lui a jamais appris. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il a appris tout seul. Il a appris tout seul en lisant des livres, en attrapant des lambeaux de conversation, en captant quelques renseignements que vous lui avez donnés sans paraître y attacher d'importance. Il a enregistré tout ça, il a classé tout ça, il sait lire. Tu dois quand même avoir une méthode, non? Mais encore. Tu peux trouver? Hein? T'es assez grand pour trouver. Excellent. Stéphane a 6 ans et demi. Son jeu favori, le puzzle. En 10 minutes, il assemble 100 pièces sans se servir du modèle. Il fait partie de ce que l'on appelle les surdoués, un terme ambigu. Une fois découvert, quelle est leur vie? Très malheureuse en général. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Elle est aussi malheureuse, c'est exactement la même chose, que celle d'un enfant handicapé qui se trouverait parmi un peuple normaux et dont personne ne voudrait l'aider. On sait ce que ça donne, des catastrophes. Alors le surdoué est à l'école, pour lui c'est un martyr parce que c'est un ennui épouvantable, il a compris en 5 secondes ce que le maître allait mettre 8 jours à expliquer, le reste du temps que fait-il? Rien, il s'ennuie. En plus il a un vocabulaire gigantesque, ses petits camarades ne le comprennent rigoureusement pas, songez à ce que ça peut être que d'avoir en permanence 3 ans, 4 ans, 5 ans et même 6 ans d'âge mental d'avance par rapport aux autres. C'est fabuleux. Le maître en général ne s'intéresse pas tellement à l'exceptionnel, ça l'ennuie, ça dérange ses plans, il se sent obscurément en état d'infériorité, voyez-vous. À mon avis, le surdoué, il a toutes les chances de tout rater si on ne l'aide pas. Il est rentré à l'école maternelle à 4 ans et quand j'ai demandé, parce qu'il commence à le savoir dire, quand j'ai demandé à ce qu'il passe dans la classe maternelle supérieure, disons, la directrice s'y refusait. Elle m'a dit qu'il était très empoté, pas du tout dégourdi, qu'il n'était absolument pas capable de passer en classe de maternelle, en grande classe de maternelle, et que de toute façon on arrivait à apprendre à lire à un enfant de 2 ans quand on y mettait de la patience. Alors dans ces conditions, j'ai arrêté. Pour plagier Léo Ferré, la solitude, est-ce que ça existe pour un surdoué? Oh, ça existe terriblement. Il est parmi une autre espèce, vous savez, la nôtre n'est pas son espèce. Seulement, malgré tout, tous ces liens familiaux, professionnels, toute l'amitié qu'il peut porter à certains êtres, le font aspirer à s'intégrer aux autres, avec lesquels il n'est pas comparable. Et il le fait volontairement, et chose curieuse, encore une fois, il paraît alors oublier ce qu'il a été. Alors que fait la France dans ce domaine bien particulier? Je dois dire pas grand-chose. Pas grand-chose parce que ce n'est pas de nos habitudes, et puis depuis un certain temps, par suite de je ne sais quelle malédiction, nous attendons que les bonnes idées nous viennent d'ailleurs. Je trouve que les profs m'ennuient énormément. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Pour la première raison, que ça m'intéresse pas. C'est banal, c'est aberrant. Si nous avions une sélection des surdoués, même une sélection rudimentaire, nous pourrions former en moitié moins de temps que d'habitude d'excellents médecins ou des ingénieurs dont nous avons le plus grand besoin tout de suite. Nous aurions, par exemple, un fort bon médecin à 21, 22 ans et un fort bon ingénieur à 18 ans. Le jeu en vaut la chandelle. Comment voyez-vous demain pour les surdoués? L'avenir des surdoués, eh bien, ils peuvent en avoir un, si nous leur donnons. Nous n'en prenons pas le chemin. Y croyez-vous? Oui, j'y crois. Donc voilà, un intéressant petit reportage très bref qui dure que 3 minutes et 57 secondes.
Et donc, qui, voilà, hein, alors c'est une analyse hein, de l'INA, donc c'est l'Institut National de l'Audiovisuel, c'était en 75-78, et voilà, donc on avait effectivement analysé. Alors oui, Rémi Chauvin explique très bien, effectivement, il peut avoir un langage étoffé, très riche, hein, même déjà à l'âge de 5-6 ans, pas forcément, alors oui, ça peut être le cas, mais il y a, disons que je pense que chaque haut potentiel, en tout cas, je le pense, peut avoir aussi peut-être des difficultés de langage, mais être par exemple extrêmement calé en mathématiques, en géométrie. Moi, par exemple, j'étais très très bon en calcul mental. J'étais le premier de la classe, deuxième de la classe en calcul mental, donc j'étais assez bon. Voilà, ça c'était une des facultés que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs. Hein, je calcule assez vite. J'ai perdu un peu évidemment, après il y a une question aussi d'entraînement. Donc voilà, je voulais vous faire écouter un petit peu ce petit reportage très simple, qui est la solitude des enfants surdoués. Et c'est vrai que c'est un problème. Et on peut les aider en fait à grandir si évidemment ils sont bien encadrés, s'ils sont compris, si la structure est tout à fait prête pour eux, pour les accueillir, pour leur permettre effectivement de devenir des médecins, des ingénieurs, ou peu importe, parce que là on va former effectivement, comme dit très très bien Rémi Chauvin, des ingénieurs beaucoup plus rapidement, des médecins beaucoup plus rapidement, avec moins de systèmes, vous savez, très protocolaires que je trouve un peu vraiment barbant dans la médecine, où on a une espèce de médecine où on met tout dans des cases, avec des, vous savez, des protocoles qu'il faut suivre, patati patata, qui n'est pas toujours logique, c'est pas toujours très logique, je trouve, au lieu de prendre peut-être une médecine holistique, c'est-à-dire un ensemble, l'humain c'est un ensemble de choses. Moi je suis pas expert en médecine, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et que je les projette, et non pas de soigner par exemple un organe, mais peut-être un ensemble d'organes, un ensemble physiologique d'un être humain. Voilà, par exemple, être ingénieur, c'est pareil, c'est pas forcément non plus être un spécialiste seulement en électronique, mais peut-être être aussi un fin connaisseur en informatique, savoir programmer, connaître pourquoi pas la mécanique, l'hydraulique par exemple, avec les schémas offset, etc. Donc vous voyez, c'est un ensemble de choses, mais voilà, c'est assez intéressant. Donc je voulais vous faire écouter ça, et oui, si rien n'est fait, effectivement, c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que l'enfant effectivement qui a des hauts potentiels, qui a un haut potentiel, va se retrouver coincé face à un système qui ne lui offre pas beaucoup de choix. Donc il va s'isoler, il va rentrer dans une forme de solitude. Donc pour lui c'est pas simple. Il va toujours être hyperactif, hein, ça c'est voilà la fameuse TDAH. Bon, il y a des personnes qui comprennent pas quand on a TDAH, qu'on bouge de partout, bah oui, c'est logique. Hein. C'est pas parce qu'une personne vous dit ça qu'elle est stupide, mais voilà, vous avez des personnes qui essayent de vous faire passer pour un stupide, alors que c'est du jugement plutôt que de l'intelligence et de l'analyse. Voilà, bon, c'est comme ça, vous avez toujours des personnes qui pensent être au-dessus du lot de tout le monde. Malheureusement aussi, c'est triste à dire, mais dans le monde des surdoués, il y a des mésententes, il y a des gens qui ne comprennent pas l'autre, il y a que qu'il faut comprendre, mais ils ne comprennent pas la manière aussi de fonctionner de l'autre, alors qu'ils devraient au contraire justement comprendre sa manière de fonctionner avec des personnalités différentes. Chaque haut potentiel a sa personnalité. Il n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. Hein. C'est comme les normaux penseurs s'entendent peut-être pas entre eux. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas. Je sais que j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal. J'ai toujours eu du mal. C'est depuis que je suis petit, c'est comme ça. Ma grand-mère me l'avait dit. Moi, c'était tout le contraire. J'avais du mal à lire. J'étais même un peu dyslexique, ce que ma fille est aussi un peu. Et pourtant, ma fille, elle parle 3 langues. Elle connaît les maths. Elle peut faire ce qu'elle veut. Là, d'ailleurs, là où elle s'occupe des enfants parce qu'elle adore les enfants. On lui a même proposé une place de directrice, de sous-directrice. Vous imaginez le niveau qu'elle a. Elle a réussi son permis du premier coup, autant le code que la conduite. Alors bon, voilà, je lui dis, j'ai offert un livre très intéressant sur l'intelligence, comment développer son intelligence en 30 jours. Elle m'a dit, il est passionnant, je lui ai fait un petit cadeau parce qu'elle a réussi son permis, moi ça m'a fait plaisir, voilà. Et donc, y a des personnes, malheureusement, c'est dommage. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà. En tout cas, souvent, moi je pense que les surdoués sont des gens incompris. D'ailleurs, Raymond Dazande l'a très bien expliqué. C'est pas pour rien que Raymond Dazande, elle a créé justement une intimité autour d'elle pour pouvoir justement recueillir le témoignage de personnes qui se sentent différents. D'ailleurs, moi je lui ai laissé un commentaire là il n'y a pas très longtemps.
Je lui ai expliqué que j'avais lu son livre, justement, Par-delà l'excellence, que j'ai trouvé magnifique. Un livre extraordinaire, où il y a trois, en fait, pour elle, en tout cas, Raymond Dazan, en tant que psychanalyste, hein, c'est-à-dire qui étudie l'inconscient des gens, avec Lacan, Freud, en particulier Jung. Lacan qui parle beaucoup de la mère, en fait, hein, du lien entre l'enfant et la mère. Chez les hauts potentiels, en général, il y a un lien qu'on ne peut pas couper. Il y a toujours ce lien. Moi, j'ai perdu ma mère. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'avais déjà eu un lien plus ou moins coupé. C'était assez complexe. Une relation très complexe. Paix à son âme, maintenant, la pauvre femme, hein, c'est comme ça. Mais Lacan explique très très bien le lien intime entre l'enfant et la mère, hein, ce lien, mais qui n'est pas seulement un lien physique, c'est aussi un lien, si vous voulez, comment dire, un lien qui est intellectuel, un lien qui est émotionnel, voilà, un lien qui est même somatique. Hein, la douleur, on peut la ressentir dans le corps, c'est somatique, voilà, c'est quelque chose de somatique. Voilà. Donc, en fait, quelque part... j'ai l'impression qu'il y a des incompréhensions entre les gens, c'est un petit peu dommage. Et voilà, donc Raymonde, elle parle des HPI, elle parle des HPI-HPE, mais elle parle aussi des HPE. Du coup, les HPE qui sont très dans l'émotionnel, très extravertis, très dans le monde de l'artiste, hein, dans le monde du rêve, dans le monde onirique, dans le monde, voilà, dans différents mondes. Ça peut être l'art pictural, ça peut être l'art de la sculpture, la sculpturale. Voilà, vous avez César, tous ces gens-là qui étaient, ou par exemple Salvador Dali, qui était un véritable génie du pinceau et du tableau. Vous aviez eu Tanguy aussi, qui était un génie. Voilà, vous avez eu tas de gens comme ça, hein, que ce soit dans l'art, dans la musique, dans l'art lyrique aussi, tout ce qui est rigolo, tout ce qui est lyrique, voilà, ce qui va nous faire rire, comme Coluche, hein, notre ami Coluche, ou encore notre ami Jean-Marie Bigard, heureusement qu'il est là, qui nous fait rire. Moi j'aime beaucoup Jean-Marie Bigard. J'adorais Coluche, bien sûr. Qui n'a pas aimé Coluche, hein, ce personnage vraiment atypique. Ça aussi, c'est des gens très émotionnels, si je pense le HPE. Et puis après, vous avez plutôt les HPI qui, eux, sont plutôt introvertis, timides. Ils ne s'expriment pas parce qu'ils sont dans le contrôle de leur émotionnel, donc c'est très très compliqué. Voilà. Et puis vous avez entre les deux, entre le marteau et l'enclume, si je peux dire, le HPI-HPE. C'est-à-dire qu'il y a un côté intellectuel et un côté émotionnel. Voilà. Et lui, il arrive mieux peut-être à s'intégrer dans le système aussi, comme le HPI. Alors il s'intègre, mais la meilleure intégration, je trouve, moi personnellement, c'est mon analyse personnelle, pour justement les hauts potentiels, c'est quand même d'être à son compte, si on peut, c'est d'être en freelance ou au moins être à son compte, c'est-à-dire s'auto-gérer soi-même plutôt que d'être auto-géré ou du moins, on va dire, auto-guidé par une classe supérieure, par un patron, par une hiérarchie dans laquelle il va pas se complaire à un moment donné, il aura fait le tour de ce qu'il a à faire et il va s'ennuyer. Voilà, il va s'ennuyer. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de boulot, je me suis ennuyé à un moment donné, même quand j'étais dans l'informatique chez Sun, j'avais fait toutes les formations, je crois que j'avais fait 3 ou 4 formations en administration réseau, dans tous ces trucs-là. Évidemment, il y avait toujours des choses à apprendre, parce que c'est un domaine où il y a toujours de l'innovation technologique, il y a de l'innovation de matière grise et du développement intellectuel et du développement de programmes. Donc vous êtes obligé d'apprendre le système, comment il fonctionne, c'est un système qui est basé sur Unix, comment ça marche Unix, etc. Avec les entrées-sorties. On pourrait parler de tout ça. Un jour, peut-être je vous parlerai de ça, mais ça faudrait que je me prépare pour ça, parce que c'est assez complexe, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc avec l'ordonnanceur et tout, on va pas trop rentrer là-dedans. Mais en fait, voilà, c'est très technique. C'est un domaine extrêmement technique. Donc voilà, mais à un moment donné, je me lassais parce que j'avais pas l'impression d'être dans ma place. Voilà, j'avais pas l'impression d'être dans ma place. Il y avait des gens avec qui... Il y avait 1 ou 2 personnes justement qui, je pense, étaient au potentiel, avec qui je m'entendais bien. Les autres, c'était souvent la moquerie. Voilà, moi je sais que j'ai toujours été, par exemple quand je joue aux échecs, oui, on sait, tu sais tout, monsieur, tu sais tout, monsieur ceci. Ouais, j'en ai eu marre, en fait. Je m'engueulais souvent, des fois même au club, hein, je m'engueulais avec certains. Je lui dis mais tu te prends pour qui toi, etc. Donc je me laissais pas faire, hein, je vous assure, parce que j'ai pas ma langue dans ma poche. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis. Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est plus une souffrance. Qu'est-ce que va faire le haut potentiel? Comme le dit très très bien Raymond Dazan, il va avoir une tendance à se retirer, à s'isoler. Pas forcément ne pas avoir des contacts avec d'autres personnes qui sont dans le même ressenti que lui. Mais moi, après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens, je trouve qu'ils prennent trop pour eux, tout pour eux, et qui sont pas assez, je pense, dans l'empathie, dans le partage. Moi, c'est ce que je leur reproche. Peut-être parce que eux-mêmes, ils sont trop dans leur émotionnel, ils n'arrivent pas à gérer leur émotionnel.
Donc comme ils n'arrivent pas à gérer leur émotionnel, ils sont obligés d'être suivis. Alors est-ce que qu'est-ce qui est le mieux pour être suivi? C'est le psychanalyste, pas le psychiatre. Le psychiatre pourra rien faire à part vous donner des camisoles chimiques. C'est un psychanalyste qu'il faut aller voir, un psychothérapeute. Mais le psychiatre, il va vous faire quoi? Il va vous donner quoi? Du sélénium? Il va vous faire quoi? Du lithium? Il va vous donner du lithium. Et alors, vous n'aurez pas résolu le problème de fond, qui est d'essayer, au moins pas forcément de le résoudre. Moi, j'ai fait par exemple des séances de psychanalyse, j'en ai fait une dizaine. C'est ça qu'il faut aller voir, c'est un psychanalyste. Un psychanalyse, les hauts potentiels, n'allez pas voir des psychiatres, ça vous sert à quoi? Vous voulez vous faire interner ou quoi? C'est incroyable. Parce que le psychiatre, il va pouvoir être à votre écoute, mais c'est pas un spécialiste de l'esprit, le psychiatre. C'est quelqu'un qui vous donne des camisoles chimiques, vous n'avez pas compris. C'est un médecin de l'esprit qu'il vous faut. Alors allez voir un psychanalyste, faites une psychanalyse. Je vous en prie, tous les personnes qui sont au potentiel, qu'ils soient HP ou autres, faites une psychanalyse, arrêtez avec votre psychiatrie. C'est extraordinaire ça. Moi personnellement, quand ça n'allait pas, j'ai été voir un psychanalyste à Enghien, là. La seule problématique, c'est que malheureusement, le psychanalyste n'est pas forcément remboursé par la sécurité sociale. Il faut regarder votre mutuelle, si elle peut vous rembourser une partie. Voilà. Une séance, ça peut monter jusqu'à 50 €, c'est pas donné, je vous le dis tout de suite, mais au moins ça en vaut la peine, parce que vous allez mieux vous sentir en vous, à un moment donné, vous allez comprendre votre problématique, qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué à un moment donné, et que vous n'arrivez pas à sortir de ce carcan, et vous tournez toujours en rond. Vous êtes comme dans une roue de vélo avec des rayons à 360 degrés. Moi je dis ça, je dis rien, après chacun fait comme il veut, ou un psychothérapeute au moins. C'est ce que dit Raymond Dazande. Raymond Dazande, qui est psychanalyste, elle comprend très bien le problème. Mais qu'est-ce que vous allez voir un psychiatre? Il va vous faire quoi un psychiatre? Il va vous donner des médicaments. Et alors, ce sont des camisoles chimiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces médicaments? Ils vont agir sur certaines hormones, ils vont agir sur certaines molécules de votre cerveau, mais ça ne va pas vous aider sur le problème de l'esprit, sur le problème de l'inconscient. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'inconscient. C'est ce que dit Lacan et c'est ce que dit Freud. On ne parle pas du complexe d'Oedipe parce que du coup, les hauts potentiels ne sont pas concernés par le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe qui est celui qui tue son père sans savoir que c'est son père et qui viole sa mère sans savoir que c'est sa mère, symboliquement parlant. Je ne parle pas physiquement, mais ça peut être symboliquement parlant. Donc il ne sait pas que c'est son père, il l'a tué symboliquement. Peut-être qu'il va peut-être le tuer littéralement, dans le sens littéral, alors là c'est autre chose, et sa mère aussi. Vous voyez, mais non, le haut potentiel n'est pas concerné par le complexe d'Oedipe, ça n'a rien à voir. Son problème, c'est sa TDAH, dans la majorité des cas, et il faut qu'il consulte. Peut-être, le psychiatre va peut-être lui donner des médicaments, je sais pas, comme le lithium, ou comme, je sais pas, mais éviter le Prozac, éviter tous ces trucs-là. Parce que là, du coup, vous avez des effets secondaires, et ce sont des camisoles chimiques. Essayez de trouver des moyens plus naturels, et la psychanalyse peut être un outil qui peut être intéressant. Il faut essayer, au moins, voilà. J'entends les gens, psychiatre. Ouais, d'accord. Alors après, c'est pas toujours évident. On n'a pas forcément des psychanalystes à portée de main. Il faut se déplacer, etc. C'est vrai. Je sais que pour les personnes, par exemple, qui vivent à la campagne, c'est pas simple. Peut-être que dans leur ville, enfin, disons, là où ils sont le plus près, ils trouvent qu'un psychiatre. Mais allez voir un psychanalyste. Un psychanalyste va vous aider. C'est le médecin de l'inconscient. C'est au niveau de l'inconscient que ça se passe, tout ça. Parce qu'il y a eu des engrammes dans votre cerveau. D'accord? On a des engrammes. C'est quoi des engrammes? C'est des programmes, plus ou moins, qu'on nous a mis dès qu'on était petit. Et ce système qui est dans la normalité pensante, qui est sur ce qu'on appelle justement l'effet de la normalité, c'est-à-dire on met les choses dans des cases, et ben vous, on vous met pas dans des cases. On ne peut pas mettre quelqu'un qui est haut potentiel dans une case. Ça n'existe pas. De toute façon, il est incompatible avec la société. C'est évident. C'est évident. Mais la meilleure solution, moi je pense, pour le haut potentiel, alors après ça dépend de chaque profil, évidemment chaque profil est différent, c'est essayer de se trouver lui-même. Peut-être en se mettant à son compte, peut-être en se disant tiens, regardez sur internet, il y a des business, il y a plein de trucs, vous avez des affiliations, regardez, renseignez-vous. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, donc c'est pour moi je pense une solution. Bon, ça bien sûr, le document là que je vous ai fait écouter, c'est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel dans les années 70, hein. Bon, aujourd'hui, on est en 2021, donc ça a bien évolué, et puis on a une autre vision des hauts potentiels aujourd'hui, des surdoués. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et écoutez, je vous souhaite, peut-être je vais faire un live demain, et je vous souhaite quand même une bonne soirée pour vous, et je vous dis à plus tard, au revoir.